14 janvier 2026. Alors que le monde du football français pleure encore Roland Courbis, une voix attendue se fait enfin entendre. Didier Deschamps, si souvent silencieux face aux tempêtes médiatiques, brise l'omerta. Pourquoi maintenant? Qu'a-t-il vraiment voulu dire en saluant un homme avec lequel il entretenait une relation aussi complexe que discrète? Derrière les hommages polis et les discours convenus se cache une tension sourde, une rivalité jamais assumée, une admiration peut-être refoulée. Était-ce une dernière tentative de réconciliation ou le poids d'un remords qui ne pouvait plus attendre? Quand les mots arrivent trop tard, résonnent-ils plus fort? Et surtout, que nous disent-ils sur ce qui reste? Le 5 janvier 2026, Roland Courbis s'éteint à 73 ans, laissant derrière lui un vide immense dans le paysage du football français. Chroniqueur au franc-parler légendaire, entraîneur charismatique, ancien joueur redouté, il était l'une de ces figures capables d'enflammer un plateau télé comme un vestiaire. Mais au moment de sa disparition, c'est le silence de certains qui frappe. Parmi eux, celui de Didier Deschamps. Une absence de réaction immédiate, scrutée, commentée, critiquée. Car derrière cette retenue se cache une histoire longue, tissée de moments croisés, de prises de position tranchées, d'affinités électives contrariées. Pour comprendre l'impact de cette absence de mots, il faut remonter plusieurs décennies en arrière. Roland Courbis n'a jamais été un entraîneur comme les autres. Fils de Marseille, il porte en lui cette verve méditerranéenne, cette gouaille sans filtre, ce sens de la formule qui séduit autant qu'il dérange. Après une carrière de joueur professionnel dans les années 70-80, notamment à Marseille et Monaco, il devient entraîneur avec un style bien à lui, mélange d'intuition tactique, de provocation médiatique et de passion brute. Son passage à l'Olympique de Marseille à la fin des années 90 reste emblématique, tout comme ses nombreuses interventions sur RMC, Europe 1 ou BFM TV, où il n'a jamais hésité à remettre en question les choix des grands noms du football français, y compris ceux de Didier Deschamps. Didier Deschamps, lui, c'est presque l'antithèse. Originaire de Bayonne, formé à Nantes, capitaine des Bleus champions du monde en 1998, il incarne la rigueur, la stratégie, le contrôle. Tout, chez lui, respire la maîtrise, des conférences de presse millimétrées jusqu'à la gestion d'un groupe sous haute tension. Nommé sélectionneur des Bleus en 2012, il devient l'un des entraîneurs les plus titrés et respectés de l'histoire du football français. Mais son style, justement, agace certains. Trop lisse, trop fermé, trop politique. Parmi ses détracteurs les plus réguliers, Roland Courbis. Pendant plus d'une décennie, Courbis n'a cessé de commenter les choix de Deschamps, sans animosité déclarée, mais avec une ironie mordante. À plusieurs reprises, il a critiqué ses convocations jugées frileuses, sa gestion jugée trop prudente, son système de jeu parfois trop carré pour les artistes. Et pourtant, au fond, il y avait du respect, car si Courbis attaquait, c'était rarement gratuitement. Il estimait, disait-il, que Deschamps était prisonnier de son costume, une formule qui avait fait grand bruit. Dans l'ombre de ces désaccords professionnels, une vérité plus nuancée se dessine. Roland Courbis n'était pas seulement un provocateur médiatique, c'était aussi un homme de terrain, un technicien respecté par nombre de ses pairs, y compris ceux qu'il critiquait. Il connaissait les codes du football, ses coulisses, ses tensions, ses non-dits. Et si ses analyses semblaient parfois acerbes, elles étaient souvent fondées sur une connaissance intime des rouages du métier. Certains anciens joueurs disaient même de lui qu'il disait tout haut ce que d'autres pensaient tout bas. Didier Deschamps, de son côté, ne répondait jamais directement. Jamais il ne s'est exprimé publiquement pour recadrer ou confronter Courbis. Son mutisme était stratégique, une manière de garder le cap, de ne pas nourrir la polémique. Mais ce mutisme prolongé a souvent été interprété comme du mépris, à tort ou à raison. Les deux hommes ne se rencontraient jamais dans les médias, pas d'émissions partagées, pas d'interviews croisées, une forme de distance polie ou de froid persistant. Les rares fois où l'un parlait de l'autre, c'était par allusion. En 2019, par exemple, Courbis déclarait sur RMC « Je n'ai rien contre Deschamps, j'ai contre cette culture de l'intouchable. On doit pouvoir dire qu'on n'aime pas la soupe, même si tout le monde en mange. » Des mots qui résonnaient comme une pique déguisée, mais aussi comme une demande implicite, celle d'un débat réel, d'un échange que Deschamps refusait d'ouvrir. La mort de Courbis change tout. Ce silence,
entretenu années durant, devient soudain plus pesant, plus lourd. Car face à l'absence définitive, les rancunes perdent leur sens, les querelles deviennent poussière. Et l'hommage tardif de Deschamps, s'il survient alors, prend une dimension autre, celle d'un homme qui a choisi le moment de dire « enfin ». Mais que veut-il dire vraiment? S'agit-il d'un éloge sincère, d'un devoir d'image, ou d'un dernier message codé entre deux figures qui ne se sont jamais vraiment parlé, mais ne se sont peut-être jamais cessé de s'écouter? C'est dans cette tension entre ce qui a été dit, ce qui a été tu et ce qui vient d'être révélé que commence notre plongée dans l'ombre. Et déjà, une question s'impose. Si Deschamps rompt le silence aujourd'hui, c'est peut-être que certaines vérités n'étaient bonnes à dire qu'en l'absence de l'autre. Dans les années 1990, alors que la France entame un profond renouveau footballistique, deux trajectoires vont marquer durablement la mémoire collective. Celle de Roland Courbis, passé du terrain au banc de touche avec l'énergie d'un tribun populaire, et celle de Didier Deschamps, promu capitaine des Bleus à seulement 24 ans, perçu comme l'incarnation de l'ordre et de la rigueur. Ces deux figures s'illustrent alors dans des sphères différentes mais complémentaires, l'un sur les ondes et les lignes de touche des clubs de Ligue 1, l'autre sur la pelouse des stades internationaux. Courbis devient entraîneur principal de l'Olympique de Marseille en 1997, succédant à Gérard Gilly. Son passage est marqué par un football offensif, spectaculaire, mais aussi par une instabilité émotionnelle qui tranche avec le professionnalisme rigide d'un Deschamps, alors en fin de carrière de joueur. En 1999, il atteint la finale de la Coupe UEFA avec l'OM, un exploit salué par toute la presse française. Dans les tribunes, les supporters l'adorent. Ses conférences de presse sont des spectacles. Sa voix, reconnaissable entre mille, devient omniprésente. Même après son départ de Marseille en 1999, il reste une figure incontournable grâce à ses interventions dans les médias sportifs. En parallèle, Didier Deschamps fait ses derniers pas de joueur professionnel, après une carrière auréolée de succès. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Marseille en 1993, puis avec la Juventus en 1996, il devient le capitaine emblématique de l'équipe de France. Sous sa direction, les Bleus remportent la Coupe du Monde en 1998, puis l'Euro 2000. Son leadership silencieux, sa capacité à fédérer, son respect des institutions sportives font de lui un symbole de la France qui gagne. On l'admire autant pour sa discrétion que pour son efficacité. C'est à cette époque que les premières oppositions implicites entre les deux hommes apparaissent. Courbis, désormais chroniqueur vedette, commence à exprimer des doutes sur certains choix tactiques faits par les entraîneurs de l'équipe de France, y compris ceux auxquels Deschamps participe. Il parle de football trop verrouillé, de manque de spontanéité, sans jamais nommer directement Deschamps, mais les allusions sont transparentes. Ce jeu d'équilibre entre admiration et opposition va se prolonger pendant plus de 20 ans. En 2009, lorsque Deschamps est nommé entraîneur de l'OM, reprenant le flambeau de Courbis 10 ans plus tôt, la boucle semble bouclée. Les comparaisons fleurissent dans les colonnes de l'équipe, de France Football ou de la Provence. On parle d'un OM version Deschamps, plus pragmatique, plus solide, mais moins flamboyant. Courbis, lui, commente les matchs avec cette ironie mordante. Il y a ceux qui sécurisent et ceux qui électrisent, chacun son métier. Et pourtant, à chaque victoire des Bleus sous Deschamps, Courbis se montre rarement haineux. Il critique certes, mais il souligne aussi les forces du sélectionneur. Dans une interview accordée à RMC en 2018, juste après la victoire de la France en Coupe du Monde, il déclare « On peut ne pas aimer le style, mais on ne peut pas nier les résultats. Deschamps, c'est le mec qui n'a jamais perdu. C'est un champion, point. » Des mots forts qui laissent entrevoir une reconnaissance plus profonde qu'il n'y paraît. Au début des années 2010, la distance entre Roland Courbis et Didier Deschamps devient plus perceptible. Alors que ce dernier accède au poste de sélectionneur national en 2012, succédant à Laurent Blanc, il entame un long cycle de reconstruction de l'équipe de France. Une mission délicate dans un contexte post-Naïsna encore brûlant, où l'image des Bleus est ternie par les affaires internes. Deschamps, stratège prudent et gestionnaire de crise, entreprend une politique de sélection mesurée, centrée sur la discipline et la loyauté. Courbis, désormais chroniqueur régulier sur RMC, Europe 1 et Canal+, observe tout et commande tout. Ses analyses sont écoutées, rediffusées, décortiquées. Chaque conférence de presse de Deschamps devient pour lui une opportunité de livrer une contre-lecture.
Il critique la non-sélection de certains joueurs créatifs mais clivants, dénonce une approche trop rigide et s'en prend parfois, à demi-mot, à la machine à gagner qui oublie de faire rêver. En 2015, ses propos sur le style Deschamps suscitent une mini-polémique. On peut gagner en marchant, mais est-ce encore du football ? Pourtant, il faut bien reconnaître que les résultats parlent d'eux-mêmes. En 2014, la France atteint les quarts de finale du mondial. En 2016, elle est finaliste de l'Euro à domicile. En 2018, elle décroche un second titre mondial. Pendant ce temps, Courbis, après quelques dernières aventures d'entraîneur, Montpellier, Rennes, Caen, se concentre pleinement sur sa carrière médiatique. Sa popularité ne faiblit pas. Il devient une référence, un contre-pouvoir footballistique que les jeunes journalistes consultent, que les fans adorent écouter, même quand il déborde. Et puis, il y a les moments de reconnaissance mutuelle, fugaces mais réels. En 2020, dans une émission spéciale sur France Bleu, Deschamps est invité à réagir à un extrait de Courbis louant sa capacité à garder le cap dans la tempête. Il sourit et répond simplement « Roland a toujours eu ses mots, c'est un homme de passion, et ça je le respecte ». Une phrase courte, sans emphase, mais qui dit beaucoup. Cette période est aussi marquée par une fascination réciproque non dite. Deschamps, l'homme du silence et du contrôle, semble observer de loin le style flamboyant de Courbis. Et inversement, Courbis, l'agitateur professionnel, paraît fasciné par la longévité et la maîtrise froide de Deschamps. Deux écoles, deux philosophies, deux conceptions du football et de la vie publique. Au fil des années, leur dualité devient presque mythique dans les médias sportifs français, comme s'ils incarnaient deux pôles d'un même monde, le terrain contre le bureau, le cœur contre la tête, le verbe contre le geste. Et au milieu de tout cela, une certitude, ils sont les deux faces d'une même pièce. Mais cette pièce, personne n'a jamais su si elle allait tomber sur pile ou sur face. L'année 2026 marque un tournant dans l'équilibre précaire entre admiration et critique. Alors que la France atteint une nouvelle finale de Coupe du Monde, cette fois au Qatar, l'équipe de Didier Deschamps fait l'objet de débats inflammés. Les choix tactiques, les décisions de coaching, la gestion des remplaçants, tout est passé au crible. Et Courbis, fidèle à son rôle de trublion éclairé, ne se prive pas d'ajouter sa voix au tumulte. Sur les ondes de RMC, à quelques jours de la finale face à l'Argentine, il lance « C'est bien beau d'avoir un plan, mais encore faut-il avoir un plan B ». Cette phrase, reprise en boucle par les réseaux sociaux et les plateaux télé, provoque une onde de choc. Non pas parce qu'elle est particulièrement violente, mais parce qu'elle vient encore une fois questionner la rigidité d'un système que Deschamps a toujours défendu. Pourtant, au fond de ses critiques, Courbis semble de plus en plus empreint d'une forme d'émotion, comme si à mesure que les années passaient, la rivalité s'adoucissait, laissait place à une forme de reconnaissance implicite. En 2021, lors d'un hommage rendu à Michel Hidalgo, Courbis s'était exprimé avec émotion. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir des visions différentes du jeu, mais il y a une chose que je respecte toujours, c'est la constance. Une phrase que plusieurs observateurs ont interprétée comme une allusion voilée à Deschamps. Une manière de dire « je vois ce que tu fais, et même si je ne le ferais pas comme toi, je ne peux pas l'ignorer ». Au sommet de leur carrière respective, chacun de sa façon, Courbis et Deschamps ont forgé une image forte et durable dans l'esprit des Français. Le premier en devenant une sorte de conscience critique du football hexagonal, toujours prêt à dégainer une vérité qui dérange, l'autre en bâtissant patiemment un palmarès hors norme dans une solitude assumée avec la froideur méthodique d'un chef d'État du ballon rond. Leurs noms sont désormais inscrits dans l'histoire du football français, mais pas dans la même colonne. L'un a parlé fort, l'autre a agi sans bruit. L'un a charmé les auditeurs, l'autre a conquis des trophées. L'un était le miroir de l'autre, inversé mais indispensable. Et peut-être est-ce pour cela que l'un n'a jamais répondu frontalement à l'autre, parce qu'au fond, une part de lui savait que Courbis disait parfois tout haut ce qu'il pensait tout bas. Et lorsqu'en janvier 2026, la voix de Courbis s'éteint, c'est aussi un écho familier qui disparaît pour Deschamps. Car derrière chaque critique se cachait peut-être un besoin, celui d'être écouté, et derrière chaque silence, un aveu, celui d'écouter malgré tout. Dans le tumulte feutré du monde du football, certains secrets ne sont pas faits pour être hurlés. Ils se glissent entre les lignes d'un article, dans l'intonation d'une phrase ou dans le silence soudain d'un plateau radio. Entre Roland Courbis et Didier Deschamps, il n'y a jamais eu d'éclat public, de confrontation directe. Mais les initiés savent, des tensions ont existé, sourdes, tenaces, parfois amères. L'un des épisodes les plus troublants remonte à 2016.
Courbis, alors chroniqueur star sur RMC, évoque à l'antenne des pressions exercées, selon lui, par certains proches du staff de l'équipe de France pour limiter la diffusion de critiques trop frontales dans les médias partenaires de la FFF. Sans nommer qui que ce soit, il évoque une ambiance où la parole devient risquée dès qu'on touche à l'icône. Beaucoup y voient une référence à Deschamps, alors auréolé de son parcours à l'Euro. Cette accusation, à demi-mot, ne sera jamais confirmée. Mais dans les jours qui suivent, Courbis disparaît brièvement des antennes avant de revenir en affirmant qu'il a changé de ton, pas d'avis. D'autres épisodes plus anecdotiques mais révélateurs ont ponctué leur histoire. En 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie, Courbis déclare à plusieurs reprises que certains choix de Deschamps relèvent plus du compromis politique que du mérite sportif. Des mots lourds de sous-entendus. Une manière de suggérer que la main du sélectionneur pourrait être guidée par des pressions extrasportives. À cette époque, le débat sur les non-sélections de Karim Benzema ou Adrien Rabiot alimente les tensions. Deschamps, fidèle à son style, ne réagit jamais. Mais c'est sans doute en 2020 que la tension atteint un sommet invisible. Selon plusieurs sources de presse, un échange tendu aurait eu lieu entre Courbis et un membre influent de la FFF lors d'un dîner privé organisé après un match des Bleus. Courbis aurait réitéré ses critiques sur la gestion de la communication de la sélection, dénonçant une culture du verrouillage. Il aurait ajouté, selon un témoin cité anonymement dans l'équipe, « Même les ministres répondent plus librement aux questions que Didier ». L'affaire ne filtre que des mois plus tard, dans une brève non commentée par les deux camps. Ces frictions, bien que jamais officialisées, nourrissent une atmosphère pesante entre deux hommes que tout oppose en apparence. Mais derrière le choc des postures, une vérité plus complexe semble se dessiner. Car ce que Courbis dénonçait, ce n'était peut-être pas Deschamps en tant qu'homme, mais une façon de faire, une représentation du pouvoir dans le football français. Et ce que Deschamps refusait, ce n'était peut-être pas la critique, mais le terrain glissant qu'elle ouvrait, celui des conflits d'ego, des règlements de compte médiatiques, des polémiques sans fin. Dans cette guerre larvée faite de silences lourds et de piques cinglantes, une question revient sans cesse. Pourquoi Deschamps n'a-t-il jamais répondu? Était-ce une forme de supériorité, de mépris, ou au contraire un choix délibéré pour ne pas attiser un feu qu'il savait trop bien alimenter? Car autour de Roland Courbis gravitait un réseau médiatique dense, réactif, fidèle, prêt à relayer chaque sous-entendu. Répondre, c'était risquer l'engrenage. Mais il existe une hypothèse plus intime, rarement explorée. Et si Deschamps avait été blessé, non par les critiques tactiques auxquelles il est habitué, mais par ce que ces attaques représentaient, une manière de remettre en question son intégrité, son indépendance, sa façon d'incarner l'autorité. Or, chez Deschamps, la légitimité n'est pas une posture, c'est un pilier. Il l'a construite à la sueur, aux victoires, au silence maîtrisé. Voir un homme comme Courbis, issu d'un autre football, plus flamboyant, plus indiscipliné, venir secouer cette construction, c'était plus qu'un affront, c'était une menace. Il y a eu aussi ce moment en 2021 où Courbis affirme dans une chronique « Ce n'est pas une équipe de France, c'est une sélection de confiance ». Une formule glaçante qui suggère un entre-soi, une gestion clanique. À aucun moment il ne cite Deschamps, et pourtant tout le monde comprend. Ce jour-là, plusieurs anciens joueurs montent au créneau pour défendre le sélectionneur. L'atmosphère se tend. Deschamps, lui, garde le cap. Aucun mot, aucune réaction. Un ancien journaliste de France Télévisions, sous couvert d'anonymat, racontera plus tard qu'en coulisses, Deschamps aurait confié « Ce n'est pas Roland le problème, c'est le bruit autour. Moi, je travaille. » Une phrase presque tragique, où l'on devine une forme de lassitude. Car au fond, l'un et l'autre semblaient parler de deux mondes différents. L'un vivait dans l'arène des idées, l'autre dans la solitude des résultats. Et pourtant, ce fossé n'a jamais empêché le respect tacite. Plusieurs témoins affirment que Deschamps suivait attentivement les chroniques de Courbis. Il aurait même souri à plusieurs reprises à certaines formules bien trouvées. Et Courbis, de son côté, n'a jamais nié l'efficacité du sélectionneur. Il l'appelait souvent le président Deschamps, moitié moqueur, moitié admiratif. C'est pourquoi quand Courbis meurt en janvier 2026, l'attente d'une réaction de Deschamps devient une affaire nationale. Car dans cette relation faite d'ombres et de reflets, un silence prolongé aurait pu être interprété comme un déni,
Un mot mal placé comme une vengeance posthume. Il fallait donc choisir, dire ou se taire à jamais. Et Deschamps, contre toute attente, choisira de parler. Lorsque Roland Courbis est hospitalisé en décembre 2025, peu de médias s'attendent à l'issue fatale. Il continue à intervenir ponctuellement sur RMC, depuis son lit, avec une énergie presque intacte, dissimulant la gravité de son état. Autour de lui, les proches s'organisent dans un silence discret. Le public, lui, ne perçoit que des absences prolongées à l'antenne, justifiées par un repos bien mérité. Pourtant, dans l'ombre, un effondrement est en cours. Le 5 janvier 2026, l'annonce de sa mort provoque une onde de choc dans tout le paysage médiatique et sportif. Les hommages affluent. Journalistes, anciens joueurs, entraîneurs, supporters, tous saluent la mémoire d'un homme à la parole libre, parfois tranchante, mais toujours habité. Et au milieu de cette vague d'émotions, un silence demeure, celui de Didier Deschamps. Pendant près de 48 heures, aucun mot, aucune ligne, aucun tweet. Ce vide suscite l'incompréhension. Certains journalistes s'interrogent, est-ce un oubli, une retenue stratégique, un silence calculé? D'autres, plus critiques, y voient la confirmation d'un vieux contentieux jamais apaisé. Sur les plateaux télé, les hypothèses se multiplient. Une émission en direct sur l'Équipe TV évoque même une forme d'indifférence froide de la part du sélectionneur. Le débat se tend, des tensions surgissent. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Deschamps, au moment même où l'on exige de lui un mot, est profondément troublé. Selon un proche cité anonymement dans Le Parisien, il aurait confié « Je ne veux pas faire semblant, je dois trouver les mots justes et je ne les ai pas encore ». Cette phrase, simple mais déchirante, révèle peut-être la faille. Malgré les années de distance, malgré les critiques, Courbis n'était pas un adversaire, il était un miroir. Et face à sa disparition, le reflet devient insupportable. Le 7 janvier, finalement, Didier Deschamps publie un message bref mais lourd de sens. Il ne parle pas de football, il ne parle pas de querelle, il écrit simplement « Roland, tu faisais partie de ceux qui ont fait vivre le jeu, même quand il s'éteignait. Merci pour ça ». Une phrase sobre, dépouillée, presque nue. Mais dans le choix des mots « vivre le jeu », même quand il s'éteignait, beaucoup lisent un aveu, l'aveu d'un respect resté longtemps muet, et peut-être aussi d'un regret. Après cette déclaration, le paysage médiatique se fige un instant. Ce n'est pas tant le contenu du message de Deschamps qui interpelle, mais le fait même qu'il ait parlé. Pour un homme aussi secret, aussi maître de son image, ce geste, même minime, apparaît comme une rupture, une brèche dans l'armure, un aveu silencieux que certaines absences laissent plus de vide que de paix. Mais il est déjà trop tard. Roland Courbis n'entendra jamais ces mots. Et c'est là que réside le cœur de la tragédie, dans cette parole différée, dans ce lien jamais éclairci, dans cette relation fondée sur l'opposition et finalement brisée par le silence. L'ironie cruelle, c'est que Courbis n'aura jamais cessé de parler, tandis que Deschamps n'aura jamais osé répondre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne à qui s'adresser. Les proches de Courbis, eux, accueillent la déclaration avec dignité. Sa fille, dans une courte interview accordée à France Info, déclare « Papa respectait ceux qui restaient debout, même quand il les bousculait. Je pense qu'il aurait apprécié ce geste. » Une phrase simple qui vient clore ou peut-être prolonger une histoire faite de silence, de mots trop vifs et de vérités jamais dites sans face. Dans les jours qui suivent, les réseaux sociaux se divisent. Certains saluent le message de Deschamps comme une preuve de grandeur. D'autres y voient un geste opportuniste, trop tardif pour être sincère. Et au cœur de cette cacophonie, une certitude persiste. Quelque chose s'est joué là, dans ce bref hommage. Quelque chose de plus profond qu'un simple message. Une forme d'humanité, une reconnaissance tardive, une trace. Deschamps ne s'exprimera plus sur le sujet. Pas de déclaration télévisée, pas de discours officiel. Seulement cette phrase, figée dans le marbre numérique. Et peut-être est-ce suffisant, car dans cet ultime échange à sens unique, quelqu'un entend ce qu'il veut, un pardon, un adieu, ou simplement le poids du silence qui soudain trouve enfin un écho. Dans les grandes histoires de rivalité,
Il y a parfois plus d'amour que de haine. Et entre Roland Courbis et Didier Deschamps, il ne s'agissait peut-être jamais de s'opposer vraiment, mais de tenir un équilibre fragile entre deux visions du football, deux façons d'être au monde. L'un incandescent, bavard, irrévérencieux, l'autre contenu, rigide, stratégique. L'un disait tout haut ce que l'autre taisait, l'un provoquait, l'autre encaissait. Mais toujours, l'un observait l'autre, à distance, avec défiance, avec attention. À la fin, il ne reste que quelques mots, un hommage sobre, publié trop tard, et une voix désormais éteinte dont les échos continuent de résonner sur les ondes. Ce que Deschamps a dit, ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il aurait pu dire, tout cela appartient désormais à la mémoire collective, une mémoire faite d'interprétations, de silences pleins de sens, et d'un regret qui plane, discret, mais tenace. Car il y a quelque chose de profondément humain dans cette histoire, une incapacité à se parler tant qu'il en est encore temps, une gêne à reconnaître l'importance de l'autre, de peur d'y perdre un peu de soi. Et une fois que la mort vient trancher le fil, il ne reste plus que l'écho de ce qui aurait pu être dit, mais ne le sera jamais. Peut-on réparer ce qui n'a pas été exprimé? Est-il encore possible de rendre justice à une relation faite d'admiration contrariée? Et surtout, que nous dit ce silence enfin rompu sur le poids de la parole et sur celui de l'absence? À vous de juger.